le 15 février 2018, il est 18 h. On est content de vous retrouver pour ce webinaire. Voilà, vous le savez tous, c'est un webinaire qu'on fait ensemble avec le fameux Laurent Albi, président de la FAD. Bienvenue Laurent. Bonjour Falco, quel honneur. Voilà. Bonjour à tous. Exactement. Donc, c'était une semaine encore riche en événements, en fait. Absolument. Après une semaine en chute, ça s'est stabilisé au début. On a attendu avec l'impatience les chiffres d'inflation dans les US. C'était mercredi. C'était hier. Hein. C'était hier à 14h30. C'était mercredi oui, et aujourd'hui, absolument. Exactement. Absolument. Mercredi, donc 14h30, vous avez tous été peut-être devant les écrans aussi. Et voilà, on va regarder avec Laurent déjà aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait les marchés et qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle situation d'analyse technique. Est-ce qu'il faut changer quelque chose ou reste sur les mêmes conclusions de la semaine dernière? Et pour faire tout ça, je vais donner tout de suite l'écran à Laurent et on peut commencer les analyses. Voilà, vous voyez maintenant l'écran de Laurent, j'imagine. Donc, the stage and floor is yours. Allez, ou comme on dit en anglais. Thank you very much. Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire qui, une fois de plus, va être passionnant, je l'espère. Je vous ai préparé plein de charts vraiment intéressants qui vont nous permettre de décrypter un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors, on va commencer ce webinaire avec un premier petit bilan à la fois sur ce qui s'est passé dans les différentes zones géographiques. Vous allez voir que depuis le début de l'année, la performance est très différente selon qu'on se déplace dans le monde. Et on va également regarder ensemble ce qui s'est passé aux États-Unis du point de vue des secteurs. Là aussi, ce sont des messages riches d'enseignements quand on voit ceux qui surperforment et ceux qui sous-performent depuis le début de l'année. Ce que nous allons également faire ensemble, c'est regarder quels sont les marchés qui ont récupéré le plus vite depuis la forte volatilité qu'on a tous remarqué depuis la fin du mois de janvier. Les marchés ont beaucoup baissé. Ils n'ont pas tous baissé de la même manière et ils n'ont pas tous rebondi de la même manière. Et c'est intéressant de voir ceux qui sont les plus robustes. Et là aussi, ça nous dit quelque chose sur ce qui est en train de se passer. On va regarder, comme à notre habitude, ce qui se passe sur le S&P, puisque vous le savez, c'est quand même le marché directeur. Donc, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on regarde ensemble les différents niveaux de retracement, court, moyen et long terme. Et on va voir où est-ce que le S&P s'est arrêté pour rebondir. Et puis surtout, je vais vous montrer également ce qui s'est passé en 2015 et début 2016, parce qu'il y a eu à ce moment-là, à deux reprises, une forte volatilité, assez similaire finalement à ce qui est en train de se passer en ce moment, et on va voir comment le marché s'est comporté et comment il a, ce qu'il a mis en place pour pouvoir repartir à la hausse ensuite. C'est riche d'enseignements, encore une fois, ce n'est pas parce que ça s'est passé de cette manière-là que ça va se passer de manière identique, mais c'est quand même intéressant de voir comment les marchés se récupèrent quand ils sont la proie d'une forte volatilité. On va repartir ensuite sur le CAC 40 en hebdo et en daily. On nous a demandé cette semaine ce qui se passe sur le Nikkei et le FTSE. On va regarder ensemble ces deux indices. Ça va élargir encore une fois notre horizon et c'est toujours très intéressant. Un petit point sur l'euro-dollar parce que je pense que c'est devenu un marché central sur ce qui est en train de se passer sur toute l'actualité financière, en l'occurrence la force ou la faiblesse du dollar. Donc c'est intéressant semaine après semaine de suivre ce qui se passe sur cette paire. Je suis haussier sur l'euro-dollar, vous le savez tous maintenant, et je le reste. On va regarder ensemble tout à l'heure pourquoi. Un petit mot sur le Brent et le Gold, parce que le Brent a fait un pullback ces derniers jours sur une zone importante. On attend maintenant le rebond, en tout cas si le consensus n'a pas changé, il devrait y avoir un rebond. Et le Gold, lui, est vraiment à quelques encablures de faire un breakout haussier. Et là, pour le coup, ça voudrait dire qu'il pourrait aller sur les 1400 $ l'once. On va regarder ça ensemble tout à l'heure également. Sur les actions, il y en a un petit peu moins que d'habitude cette semaine. On nous a demandé Tencent et Baidu. Alors ça m'a vraiment fait plaisir parce que ça nous permet de sortir un petit peu du périmètre national dans lequel on évolue d'habitude. Ça nous change un petit peu des Valeo, Forestia,
Vallourec et consorts, Tencent et Baidu, ce sont des valeurs chinoises qui sont cotées à New York. Baidu, c'est un moteur de recherche et Tencent, c'est un gros éditeur de jeux qui est maintenant dans plein d'activités différentes. C'est un gros player sur le marché chinois. Et puis, on va terminer avec l'examen de la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. C'est vous qui nous l'avez demandé. Donc, on va regarder ça ensemble. Vous voyez un sommaire chargé. Il est 18h05. C'est parti. On va regarder ensemble déjà ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Alors, vous avez en diagramme donc la performance de différents marchés. Le S&P est au milieu. Il est à plus 0,41% de hausse à la clôture d'hier soir. Donc, il est flat. En revanche, on voit des marchés qui surperforment de manière très nette et d'autres qui font exactement le contraire. Alors, aux deux extrêmes de ce tableau, on voit le Bovespa, l'indice brésilien, qui a été d'une robustesse vraiment exceptionnelle. Je suis bull sur le Brésil cette année. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler. Et on est à 9,3% de progression pour le Bovespa. Un très fort contraste entre cette performance et celle de tous les autres indices. Il se démarque vraiment de manière très nette. De l'autre côté du prisme, on voit le Nikkei qui est à moins 7% de performance. Un Nikkei qui, on va le voir tout à l'heure, est sur un niveau possible de rebond. Et entre les deux, alors, on a le Nasdaq à plus 3,6%, l'indice des pays émergents à plus 2,75%, le Hang Seng à plus 2,18%. Autrement dit, tous ces marchés-là sont en surperformance par rapport au S&P qui va nous servir de benchmark. Et puis de l'autre côté, on a l'Europe, on a le CAC avec moins 3,2%. On a l'Eurostoxx avec moins 4,3, le DAX avec moins 4,9 et donc, je le disais tout à l'heure, le Nikkei avec moins 7. Alors, le premier élément d'information que moi je tire de ce tableau, c'est que depuis le début d'année, les marchés qui sont en surperformance sont des marchés qui sont très liés à l'activité économique et au cycle économique. Vous voyez qu'on a le MSEMF, qui est donc l'indice des pays émergents, et le Brésil et Hong Kong. Et puis, dans les autres marchés qui surperforment, on a le Nasdaq 100. On a le Nasdaq 100 qui est donc les 100 plus grosses capitalisations du Nasdaq, avec en l'occurrence les GAFAM, les Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Netflix et compagnie. Et c'est donc une classe d'actifs qui représente vraiment l'appétit pour le risque, qui est en surperformance malgré la correction à laquelle on a assisté dernièrement, c'est-à-dire que malgré la volatilité et la baisse des marchés, on a encore ces actifs considérés comme risqués qui sont en surperformance. Alors, on a de l'autre côté donc l'Europe qui est vraiment à la traîne et on a eu pendant l'année 2017 une vraie sous-performance des indices européens et vis-à-vis des indices américains et on voit que cette sous-performance pour le moment est toujours d'actualité. Alors bien évidemment, si vous avez des questions par rapport à ce que je suis en train de vous dire, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat pour poser vos questions et puis j'y répondrai. Alors ce tableau maintenant montre ce qui s'est passé depuis la chute des marchés le 29 janvier dernier. Là encore, on voit que le Bovespa a très peu baissé, moins 1,3% de baisse, alors que, par exemple, sur l'Eurostoxx, on est à moins 7,5%. Donc, un marché brésilien particulièrement robuste, résilient,
et qui attire mon attention parce que cela présage peut-être d'une très bonne année sur le Brésil. En numéro 2, on a donc le Nasdaq qui n'est plus qu'à 4,5% de baisse, le S&P qui n'est plus qu'à 5% de baisse depuis la chute donc, de fin janvier. Ensuite, on a encore une fois le Nifty. Alors tout à l'heure, c'était le Hang Seng, là on a le Nifty, c'est-à-dire l'indice indien des 50 plus grosses capitalisations qui se maintient bien. Ensuite, le CAC à moins 6,4%. L'indice des pays émergents qui est en baisse de moins 6,5%. Et puis derrière, c'est vraiment les derniers de la classe avec le DAX, le Hang Seng, l'Eurostoxx et le Japon. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de l'année et comment les indices sont en train de récupérer. On a une Europe qui reste à la traîne, ça c'est vraiment le message du jour. Aucune surperformance pour le moment, des marchés émergents qui tiennent bien avec le Bovespa en tête et puis les indices américains, vous le voyez, qui sont en tête de la reprise. Autrement dit, c'est par eux que les problèmes sont arrivés et ce sont eux qui récupèrent le plus vite. Alors, comme maintenant on fait un petit peu, on analyse en profondeur ce qui s'est passé à l'intérieur du S&P et qu'on regarde la performance des différents secteurs depuis le début de l'année, on constate que les trois secteurs les plus forts sont les valeurs liées à la consommation cyclique, consommation discrétionnaire, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de première utilité. On a ensuite le secteur financier à plus 3,4% de hausse, le secteur de la technologie qui est à plus 3,2%, la santé à plus 1,4%, le S&P qui depuis le début de l'année est donc à plus 0,94% de hausse, qui est donc toujours en territoire positif. Et donc, on voit bien que les trois secteurs qui sont les plus robustes, c'est la consommation cyclique, les financières et la technologie. C'est typiquement des secteurs qui surperforment quand on est dans un rallye haussier qui est sain. Autrement dit, quand on regarde à l'autre bout du prisme ce qui se passe, on voit que ce sont les utilities et les staples, c'est-à-dire les biens de consommation courants, avec l'énergie qui sous-performe. Alors, l'énergie, c'est un petit peu une anomalie parce qu'en général, on devrait avoir des valeurs liées à ce secteur qui surperforment. Mais il y a un contexte du secteur qui est tellement particulier aux États-Unis avec le pétrole de schiste que pour le moment, en tout cas, ce secteur n'attire pas les faveurs des investisseurs. Mais ce qu'on remarque dans l'analyse sectorielle, c'est que d'un côté, on a des secteurs très cycliques qui surperforment et des secteurs très défensifs qui sous-performent. Ça nous montre que l'appétit pour le risque est pour le moment fort aux États-Unis et qu'on n'a pas encore entamé un travail de rotation sectorielle qui mettrait en avant des secteurs qui seraient recherchés parce qu'ils sont premièrement particulièrement visibles. Les utilities et les staples, ce sont des entreprises qui ont une forte lisibilité et visibilité dans les anticipations de chiffre d'affaires, de marge, etc. D'autre part, ce sont des entreprises qui, en général, distribuent des dividendes et ce sont donc des entreprises qui sont recherchées par les gérants quand l'aversion au risque revient de manière significative. Et là, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc, ce premier bilan me fait penser que ce à quoi nous sommes en train d'assister aux États-Unis, cette baisse qui a été très forte ces dernières semaines, eh bien, pour le moment, n'annonce pas le départ d'un marché baissier durable. C'est peut-être le début
d'un gros travail de distribution et de rotation qui va avoir lieu pendant les prochains mois, puisque vous le savez, les marchés ne se retournent pas d'un seul coup. Il va y avoir ce travail de distribution qui va être mis en place. Les secteurs qui ont le plus surperformé vont laisser la place aux retardataires qui vont prendre le lead, qui vont donc permettre au marché de se maintenir avant que tous se mettent à baisser à l'unisson. Et pour le moment, on a des secteurs cycliques qui sont donc très forts. Et ça me fait donc penser qu'on est en présence d'un marché qui corrige une situation anormale, c'est celle du deuxième semestre 2017. Mais cela nous montre qu'on n'est pas encore dans un schéma d'aversion au risque avec des investisseurs qui partent tous aux abris et qui se réfugient donc sur les utilities et les staples. Alors c'est vrai que les utilities souffrent du fait de la remontée des taux, mais malgré tout, on voit bien que même les staples sont très faibles, donc on voit bien un appétit pour le risque qui reste fort. Il y a Henri qui dit un peu la même chose, il dit cela montre aussi la sensibilité aux hausses des taux. Absolument. Alors, comment on reconnaît cette sensibilité à la hausse des taux, Henri? Évidemment, avec ces utilities qui partent à la casse parce qu'elles sont très sensibles donc à la remontée des taux, et puis la technologie qui est très résistante. Alors, pourquoi la technologie est très résistante? Eh bien, parce que les entreprises qui font partie du secteur technologique sont très peu endettées. C'est celles qui sont le moins endettées. Et comme il va y avoir une remontée vraisemblable des taux, qu'elle soit de faible ou de grande ampleur, de toutes les façons, cette remontée va avoir lieu et elle va donc impacter la charge de la dette dans les entreprises. Et comme les entreprises technologiques sont celles qui sont le moins endettées, eh bien, c'est logiquement celles qui souffrent le moins. Donc, effectivement, on retrouve dans la décomposition sectorielle l'impact des taux, mais surtout, moi, ce que je retiens au-delà de ça, c'est le fait qu'on a des secteurs cycliques qui représentent, qui illustrent l'appétit pour le risque, qui sont encore très résistants. Il y a notamment aussi Stéphane qui pose cette question que tu viens particulièrement déjà répondre, c'est quelles sont les valeurs qui sont les moins exposées au taux, donc les techniques? Absolument. Alors, tout ce qui est technologique, alors les financières… ABC arbitrage, une nomme, par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas ABC arbitrage. Mais bon, si elle fait partie du secteur technologique, on peut… voilà. Les financières doivent profiter à un moment ou à un autre de ces taux qui remontent, qui vont restaurer leur marge. Aux États-Unis, ça se voit, puisque vous voyez, elles font partie du tiercé gagnant avec les cycliques et les technologies. Et donc là aussi, on devrait avoir une continuation de la bonne tenue des banques et de toutes les entreprises liées donc au secteur financier. Les cycliques, c'est important qu'elles surperforment. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la consommation des ménages est importante. Alors, il y a deux façons de regarder cette force de la consommation cyclique. Ça peut être un facteur d'inflation, parce que si on a beaucoup de demandes et beaucoup de dépenses de la part des ménages, ça veut dire qu'on va peut-être avoir un facteur supplémentaire qui va mettre de la pression inflationniste. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que ces entreprises profitent et par conséquent, j'ai envie de vous dire que au-delà de tout ce qu'on peut lire et penser sur ce qui est en train de se passer, on a quand même une analyse sectorielle qui nous montre qu'on est sur un marché qui reste pour le moment, en tout cas, fort. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de vous montrer cette semaine, cette sur- et sous-performance des différentes zones géographiques et des différents secteurs américains. Alors maintenant que c'est fait, on va retrouver des charts que vous connaissez bien, puisque je prends soin de vous les montrer chaque semaine. C'est le S&P et les niveaux de retracement, parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité. Et donc, la question que tout le monde se posait, c'est est-ce que nous sommes en présence d'un crack ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait sain? Et c'est pour ça que je vous ai montré ces dernières semaines les niveaux de retracement de long terme, c'est-à-dire depuis début 2016, et puis les niveaux de retracement depuis l'été dernier, c'est-à-dire à moyen terme. Alors, je rappelle que depuis 24 mois, le S&P a pris 57% de progression. C'est juste énorme. On ne parle pas d'une petite capitalisation, mais des 500 plus grosses entreprises américaines qui ont progressé de manière phénoménale. C'est des taux de progression
qui s'apparentent beaucoup plus à des small ou mid-cap volatiles qu'à l'ensemble d'un marché, notamment avec 500 participants. Et donc, on voit que ce 38% de retracement qui est autour des 2460, 2500 points, puisqu'on a ici une petite zone de polarité, on en est pour le moment très loin. Donc, cela veut dire que ce à quoi nous avons assisté, c'était dans la vélocité assez impressionnant, mais d'un point de vue quantitatif sur les niveaux de retracement, on a à peine fait le 61% de retracement de la progression de moyen terme et on n'est absolument pas allé chercher le 38,2 de la progression de long terme. Autrement dit, on est vraiment dans une phase corrective intermédiaire. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis l'été dernier, c'est-à-dire du moyen terme, nous voyons que le marché a retracé 62% de la baisse précédente et qu'il est reparti à la hausse. Donc 62% de retracement, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien qu'a priori, on va difficilement faire un nouveau sommet si on continue de monter. Le plus que nous pourrions faire, à mon sens, c'est un retour vers 2840, 2870, qui est le précédent sommet. Mais si on devait repartir immédiatement à la hausse, alors il ne faut pas s'attendre à ce que le marché fasse un nouveau sommet. Ce chart de moyen terme, il est également intéressant parce que, regardez, la moyenne mobile à 200 jours a servi de support dynamique. On voit la bougie qui est allée tester ce niveau avec une très grande mèche. Et donc, le rejet du marché pour cette zone à 2540 qui, regardez, est également une zone de support entre 2540 et 2560. Toute cette zone, c'est à la fois une zone de support technique et une zone de soutien par la moyenne à 200 jours. Donc, vous le savez, les analystes techniques disent qu'un marché à moyen terme est haussier tant qu'il évolue au-dessus de cette moyenne à 200 jours. C'est un petit peu la ligne de partage des eaux. Et vous le voyez, les opérateurs se sont présentés, se sont regroupés autour de ce niveau pour venir soutenir le marché. Alors maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est la moyenne mobile à 50 jours. Elle est à 2721 points et ça va être la prochaine zone de résistance. Si on arrive à passer au-dessus, cela signifie que d'abord, ce serait un signe encourageant et ça voudrait dire qu'on va avoir une consolidation qui va se mettre en place, mais vraisemblablement, plus de baisse à venir à très court terme. Je veux juste féliciter Henri qui vient de dire la phrase que tu disais juste après, c'est que la moyenne à 50 jours est-elle la résistance maintenant? Voilà, réponse absolument. avant la question, trop fort Henri, félicitations, effectivement. Voilà, donc effectivement, ça devient… Presque comme Jacqueline d'ailleurs. Hein. Oui. On n'a rien entendu de Jacqueline aujourd'hui en fait. Oui, mais elle nous a posé des questions. Elle nous a posé des questions. Absolument. Donc on attend la réponse d'abord. Okay, bon, très bien, je ne dis plus rien. Alors, donc, la moyenne mobile à 50 périodes, c'est effectivement le prochain niveau à surveiller. S'il devait être dépassé en clôture daily, ça serait, comme je le disais, un premier signe encourageant de la reprise en main des acheteurs du marché. Alors maintenant, regardez, je vais vous montrer un chart un petit peu différent. Voilà le S&P, voilà le chart suivant. Voilà le S&P, voilà le chart suivant. Qu'est-ce que c'est la différence? Bien, ce que vous avez à l'écran, c'est le S&P EW, c'est-à-dire Equally Weighted. Alors, le S&P normal est construit de telle manière à ce que les plus fortes capitalisations sont celles qui sont le plus pondérées. C'est-à-dire que ce n'est pas une équipondération. Je crois de mémoire, mais je me trompe peut-être, que Apple doit faire 5 ou 6% de l'indice. Et donc, la 500e entreprise sur la liste du S&P ne représente que 0,5% de l'indice. Autrement dit, quand vous observez le S&P, vous observez un indice qui est surreprésenté par ces titans de la côte que sont Apple, Amazon, Microsoft et même les Boeing, etc., les composants du Dow Jones.
Donc, quand on est dans un marché qui corrige, vous pouvez assez facilement imaginer que les institutionnels vont sans doute se rabattre vers ces valeurs-là, qui sont des valeurs, encore une fois, moins spéculatives que celles qui sont en bas de tableau, qui, a priori, hors secteur technologique, versent des dividendes. Et donc, quand on a un petit peu de volatilité, on a un S&P qui est tiré, qui est soutenu de par sa construction par les grosses capitalisations. Quand on regarde le S&P Equally Weighted, cela nous montre quel est l'état de la participation, puisque, en fait, chaque entreprise va représenter 1/500e du S&P Equal Weighted. Ça veut dire que une valeur comme Apple ne va pas peser plus lourd dans la construction de l'indice que la 500e valeur du S&P. Et là, ça devient intéressant, parce que si effectivement on a un S&P qui tient le choc, qui encaisse le choc, parce qu'il est justement composé, surreprésenté par des valeurs qui sont très robustes, mais qu'on a derrière des valeurs qui le sont beaucoup moins, mais qui sont sous-représentées, alors on a un S&P qui arrive à encaisser la chute, mais qui ne représente pas véritablement ce que fait tout le marché. Quand on regarde le S&P Equal Weighted, cela nous montre quel est en fait l'état de l'ensemble de la participation des 500 entreprises qui composent le S&P. Et si on a un S&P EW qui reprend, qui rebondit aussi fort que le S&P, ça veut dire que l'ensemble du marché est en train de rebondir et non pas les valeurs les plus importantes. Et qu'est-ce qu'on est en train de remarquer entre le S&P et le S&P EW? Regardez le S&P. Il est allé chercher hier en clôture le point haut de cette bougie qui a été la première réaction de contre-tendance à 2698 points. Regardez le Equally Weighted. Il a dépassé le niveau équivalent à 4075 et il est à 4091. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce qui est en train de se passer dans le rebond actuel? Ça nous dit que l'ensemble du marché est en train de participer. Ce n'est pas juste les 20 sociétés les plus importantes du S&P qui entraînent l'ensemble du marché. Non, c'est tout le marché qui est en train de rebondir. Et ça, c'est une information qui est importante pour jauger de la qualité de la reprise et du rebond. C'est pour ça que je pense que ce niveau à 3850 points sur le Equally Weighted ou ce niveau à 2540 points sur le S&P sont des zones qui vont tenir. Alors, bien évidemment, je me trompe peut-être, mais c'est aujourd'hui mon scénario. Parce que nous avons vu ensemble que d'un point de vue sectoriel, ce sont les cycliques qui tiennent le mieux le choc, parce qu'on voit que la participation est bonne dans la reprise, eh bien cela me montre qu'il y a peut-être des opérateurs qui font du bottom fishing, c'est-à-dire qui cherchent des entreprises, des dossiers qui sont maintenant à prix cassé et qui veulent rentrer sur ces valeurs à bon compte. Et donc, ça ne veut pas dire que le marché va forcément repartir. Ça ne veut pas du tout dire ça. Mais ça veut dire au contraire que la chute est peut-être enrayée et on est peut-être maintenant dans un schéma de consolidation. Alors, où est-ce que le marché peut aller? Je parle du S&P, à partir des niveaux actuels. Et là, on va regarder ensemble ce qui s'est passé. On va faire un petit peu d'histoire et on va regarder ce qui s'est passé fin 2015 et début 2016 sur le S&P, parce que ça ne signifie pas que c'est ce qui va que les choses vont se passer de manière identique maintenant, mais ça nous montre en tout cas par le passé, dans des conditions similaires, comment le marché a réagi. Automne 2015, le S&P perd 11% et il le perd en quelques jours. Regardez, on était sur un niveau à 2100 points et en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 séances, c'est-à-dire en une semaine, on perd 11%.
C'est-à-dire qu'on est à la fois sur une vitesse et sur une amplitude identique à ce qu'on vient de vivre. Qu'est-ce qui se passe derrière? Le rebond dure 16 jours. On revient tester le point le plus bas et dans ce rebond de 16 jours, on progresse de 8%. On revient tester le plus bas et l'ensemble de cette consolidation dure 24 jours. On revient chercher le point bas précédent et sur le test réussi du creux préalable, on repart à la hausse. Début 2016, le S&P perd 13%, beaucoup plus que ce qui s'est passé récemment. Là encore, on a fait un rebond, on a assisté à un rebond pendant 8 jours. Le marché est allé retester le point le plus bas 16 jours après. On voit qu'en clôture, on a fait un creux plus bas que le précédent, avec une très belle divergence haussière sur le RSI. Le double creux s'est mis en place. Derrière, on a rebondi. On est allé chercher le pic entre les deux creux et on est reparti à la hausse. Pourquoi je vous montre ça? Parce que quand on regarde le S&P actuellement, on peut tout à fait avoir un indice qui va aller chercher les 2740, 2760 points, qui va repartir ensuite à la baisse, qui va peut-être aller chercher 2560 ou 2520, mais je vous alerte dès maintenant sur le fait que si les marchés, si le S&P repart à la baisse, ne croyez pas qu'on est forcément dans un marché qui va descendre beaucoup plus. Le marché, pour aller se stabiliser, a parfois besoin de construire une figure de renversement, en l'occurrence une figure de renversement haussière. Alors là, on ne peut pas vraiment parler de double creux parce qu'il est un petit peu important par rapport à la baisse qui précède. Mais là, en tout cas, on voit très bien dans ce cas de figure que le marché a construit un double creux pour repartir de plus belle derrière. Donc, on peut tout à fait construire une figure d'accumulation pour repartir ensuite. Et c'est un scénario qu'il ne faut pas écarter, mais je vous le dis dès maintenant parce que si le marché rebaisse dans les prochains jours aux États-Unis, il ne faut pas forcément avoir peur, mais comprendre que pour que le marché reparte, il a besoin de construire. Qu'est-ce que ça veut dire construire? Et j'en aurai terminé. Ça veut dire que la psychologie doit évoluer. On est sur un consensus de très court terme qui est baissier, et pour que ce consensus évolue, il faut que les opérateurs construisent quelque chose ensemble, se prouvent qu'ils sont capables de tenir les points bas, et qu'à partir de ce moment-là, ils vont repartir, et donc là, on aura un nouveau consensus qui émergera quand on aura dépassé le pic du double creux. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais moi, ça me fait plaisir d'entendre ces mots bien écrits, comme cette belle description du marché. Voilà, mais c'est important, Falco, de comprendre comment les choses se construisent. Aussi, en fait. Tu vois, je trouve ça très, très belle. Bon, il y a des questions, en fait. Il y a Pierre qui dit tête, épaule inversée, double bottom. Alors, sur quoi, Pierre? Précisez sur quel marché, sur quel horizon de temps? Parce que là, pour le moment, sur le S&P, on n'a pas de tête-épaule inversée. On peut en avoir une. Alors, effectivement, on pourrait dire, ça, c'est l'épaule gauche, ça, c'est la tête. On va faire une épaule droite qui redescendrait à 2600 et on aura peut-être une figure en tête-épaule inversée. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'on aura autre chose. Et Pierre dit écran précédent. Voilà, donc j'imagine que c'est cet écran-là, et d'ailleurs même sur le Equally Weighted, on peut effectivement, voilà, ici on aurait une épaule gauche, ici une tête, ici à peu de choses près une ligne de coup entre 4100, 4125, derrière on rebaisse, on retourne chercher 3925, et puis là, effectivement, on repartirait. On peut faire ça, on peut faire d'autres choses. Hein. On peut aller chercher un point plus bas avec une divergence de RSI. On fait un creux ici sur le RSI, on ferait un creux plus bas sur l'indice et on referait ici un creux moins bas sur le RSI. Ça pourrait être une divergence. On ne sait pas en fait ce qui va se passer. Mais l'idée, c'est surtout dans l'esprit que vous compreniez que si nous assistons à un retest des points bas,
cela signifiera que d'abord, il ne faut pas prendre peur et que peut-être c'est le point d'entrée idéal pour toutes les semaines qui suivront derrière, un point idéal sur un retest réussi du point bas avec une belle divergence haussière sur le RSI. Je ne vous cache pas que ça donnera à de nombreux opérateurs l'envie de rentrer sur le marché et ça sera peut-être encore une fois le point d'achat idéal. Et il y a, merci Laurent, donc il y a Stéphane qui pose la question dans les graphiques, donc je crois sur l'autre graphique en fait avec les allers-retours, voilà celui-là. Les rebonds et les chutes sont toujours des multiples de 8. Est-ce que c'est simplement une coïncidence ou point. Je ne peux pas répondre à cette question parce que pour le faire, il faudrait que je travaille cette question et je ne l'ai pas fait. Donc, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que ça sera de la même manière, identique maintenant. Ce que je vous ai montré, c'est simplement… Je vous ai montré ce chart parce que d'abord, je voulais vous montrer que dans un passé pas si lointain, des baisses en ligne droite de 11 ou de 13%, elles ont existé. Donc déjà, c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas paniquer parce que c'est des choses qui sont arrivées. Deuxièmement, je voulais vous montrer quand c'était arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est cette construction qui s'est mise en place pour pouvoir rebondir. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu historiquement comment les opérateurs sont comportés par le passé quand ils ont été de la même manière pris par un torrent de volatilité, un tourbillon qui fait que beaucoup ont paniqué, mais que finalement, le marché s'est assez vite ressaisi. Maintenant, il y a Patrick qui nous dit point pivot annuel S&P 500, 2537. Point gros support. Oui, c'est un gros support. Alors, c'est qui dit ça? C'est Patrick? Patrick. Alors, Patrick, en ce qui me concerne, je ne réfléchis jamais sur des niveaux 2537 parce que les marchés, le comportement des marchés n'a rien de scientifique. Donc, c'est plutôt une zone. C'est autour de 2540 qu'il va y avoir des opérateurs qui vont se positionner, si le marché retourne sur cette zone, pour payer. Ils ne vont pas forcément mettre des ordres encarnés à 2537. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, et si on ne redescendait pas à 2537 ? Peut-être que je devrais mettre un ordre à 2545. Et puis il y en a d'autres qui se disent, oh là là, à mon avis, le marché va piéger, donc il va casser 2537, il va descendre à 2530. Moi, c'est ça le prix que j'ai envie de payer. On ne sait pas, en fait, où est-ce que ça va s'arrêter. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une zone à 2% près, à 2540, qui va être une zone de travail, une zone d'échange, une zone d'arbitrage sur laquelle les opérateurs vont se positionner. Et donc, c'est plutôt ça que je conserve. Moi, je raisonne beaucoup en zone plutôt que sur des niveaux à 2537 piles, parce qu'en fait, l'expérience me montre qu'on ne sait pas exactement où est-ce que ça va s'arrêter. Très bien, donc il n'y a plus de questions, tout le monde est content, j'ai l'impression. Donc on peut continuer avec ces… Oh, c'est fini. Non, c'est pas fini. Voilà. Ah, il est à l'heure. Non, c'est pas fini. Voilà. Non, on passe maintenant sur l'analyse rapide du CAC 40 en weekly. Bon, tous ceux qui sont avec nous depuis plusieurs semaines savent que j'avais un scénario en wedge qui s'est concrétisé. Ils savent également que je disais que je pensais que la baisse allait s'arrêter entre 5100 et 5000. J'avais dit 5070. On s'est arrêté à 5056. Voilà, personne ne peut savoir au point près ce qui va se passer. Mais j'avais dit que le point d'origine du wedge devait être une zone de récupération et d'achat à partir de laquelle les acheteurs devaient se positionner. C'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, on est donc sur un wedge qui a donné ce qu'il devait. Et maintenant, on est sur une phase de rebond technique. On a ouvert un gap baissier ici. On devrait aller tester ce gap dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour voir un petit peu quelle est l'évolution du S&P, du CAC, excusez-moi. Donc voilà, pour le moment, on est dans une grande consolidation latérale qui a pris la forme d'un wedge. Maintenant, le niveau qui est vraiment, vraiment important, on oublie le wedge, c'est fini. Ce qu'on regarde maintenant vraiment, c'est les 5000 points. Les 5000 points, c'est le niveau de support de moyen terme. Tant qu'on est au-dessus de 5000 sur le CAC, on garde un biais haussier neutre. Si on passe sous les 5000 points, alors on aura un scénario qui s'ouvre
Et ce scénario, ce sera celui d'un retournement de tendance haussière, laquelle? Celle qui a commencé en mai 2016. C'est-à-dire qu'on a progressé. Ça, c'est le premier tour de l'élection présidentielle en France. On voit derrière qu'on n'a pas fait grand-chose. OK. Grosse sous-performance. OK. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est dans cette conso, est-ce que les investisseurs vont être capables de défendre les 5000 points si on retourne dessus? Qu'est-ce que ça veut dire défendre les 5000 points? Ça veut dire que le consensus qui a animé cette communauté n'a pas évolué et que 5000 points, c'est un point d'achat. Si le consensus a évolué et que les opérateurs n'ont plus envie de posséder des actions, alors ce niveau à 5000 points sera enfoncé. On pourra peut-être parler d'un double top avec un premier top ici et un deuxième top ici. On verra bien, mais là, si effectivement on casse les 5000, ça veut dire qu'on retourne à 4005. C'est drôle ce que j'ai gardé comme message de la dernière émission. Les 5000, il faut le garder. Donc, je le dis à tous mes collègues toute la semaine. Donc, voilà, il faut faire attention à les 5000, sinon c'est l'enfer. Oui, bon. Voilà, les 5000, c'est très important. Voilà, exactement. Et il y a une question de Henri. Peut-on construire un canal avec les anciens sommets et les points bas récents et celui de septembre? T'as compris? Oui. Ouais. Alors, je vais faire quelque chose et on va voir si j'ai compris ce que dit Henri. Non, mais c'était surtout dans ma façon de le dire, en fait. Parce que normalement, je me trompe des fois dans la prononciation et c'est difficile à cause de moi. Est-ce que c'est ça, Henri, ce que vous dites? Est-ce qu'on peut tracer un canal comme ça? Bon, en tout cas, on a effectivement… Oui, on le dit oui. Donc, on a effectivement un trading range légèrement pentu à la hausse. Ce qui est un petit facteur positif, avec, vous le voyez, donc 3 points de contact ici, 2 points ici. Ça veut dire quoi en fait? Pourquoi c'est intéressant ce qu'il dit Henri? Parce que si on remonte, je ne sais pas quand, d'ici juin par exemple, vers ce niveau, vers 5600 points, peut-être qu'on va avoir encore des opérateurs qui vont crier breakout, breakout, c'est un niveau d'achat. Et puis derrière, ils vont encore se ramasser une tarte parce que, en fait, ça aura été un faux breakout et on va retracer à l'intérieur. On pourrait tout à fait retracer à l'intérieur vers 5400 et après repartir à la hausse. Et si le marché le souhaite, casser pour de bon ce niveau de résistance. Donc, c'est intéressant, l'hypothèse de Henri. Encore une fois, il faut considérer cette proposition comme une hypothèse. Il faut avoir plusieurs hypothèses. Ça, je vous l'ai souvent dit. Il faut avoir plusieurs scénarios, un scénario central, des scénarios alternatifs, et puis travailler ces différents scénarios. Mais la proposition de Henri est intéressante dans le fait où, si on casse le précédent sommet, ça sera peut-être un piège haussier. Et il y a Pascal qui nous pose la question, on peut faire un double bottom à 5100? Alors, un double bottom à 5100, alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on qu'on remonterait comme ça, après on rebaisserait comme ça. C'est ça ce que vous dites, Pascal? Et puis après, on remonterait comme ça? Et là, on aurait effectivement un double bottom? Oui, enfin… Oui, oui. C'est un scénario de marché tout à fait intelligent, tout à fait possible. On peut tout à fait être capé par cette zone de polarité. Maintenant, vous savez ce que c'est, ce support qui deviendrait résistance. On repartirait à la baisse, on irait retester la zone des 5100, 5000 points. On pourrait même casser marginalement 5000. Il y aurait un excès baissier, on réintègre. Il faut payer tout de suite parce que ça veut dire qu'on va assister à un rebond. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Ce qui est important de remarquer maintenant, ce sont les niveaux. Le niveau majeur, il est à 5000. Pourquoi c'est un niveau majeur? Parce que c'est un niveau qui conditionne la structure. Les marchés n'évoluent pas de manière aléatoire. C'est pour ça que les tendances existent. Les tendances se construisent de manière structurée. La structure, c'est les points, les niveaux qui valident ou invalident la tendance. 5000 points sur cet horizon de temps-là, c'est un niveau qui ne doit pas être enfoncé pour que la structure tienne le choc. S'il est enfoncé, ça veut dire que la structure est démolie, que le consensus évolue et que la tendance se retourne.
Toujours garder à l'esprit les taux de 10 ans US, dit Stéphane, non? Alors, les taux US, ils sont, je crois, cet après-midi montés à 2,98. Il y a le seuil psychologique des 3%. Alors, on ne va pas partir dans un cours d'économie parce que malheureusement, ce n'est pas Le sujet ce soir. le sujet ce soir et on n'a pas le temps, mais j'aurais adoré vous en parler parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais je vais plutôt vous donner ma conclusion plutôt que de vous donner le raisonnement parce qu'on n'a pas le temps. Je ne pense pas que les taux américains vont aller beaucoup plus haut que 3%. J'avais dit au départ qu'on ne dépasserait pas les 3%. On est vraiment en train de chatouiller ce niveau. Je pense qu'on va peut-être monter à 3,05 ou peut-être 3,10, mais je pense que ce niveau, cette zone à 3%, 3, 3,10 ne sera pas dépassé. Il n'y a pas les arguments fondamentaux pour qu'à long terme, on monte au-delà de 3%. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi, parce qu'on n'a pas le temps, il est déjà Je moins le voulais quart. poser la question, mais il est moins le quart. Alors, dépêchons-nous. Alors bon, le CAC, rapidement. Attends, il y a une question d'Elisabeth qui est assez intéressante. Est-ce qu'il faut prendre le 5000 sur le cash ou sur le donc Non, sur le futur? Sur le cash. Sur le cash. On regarde le cash, hein, on Ouais, regarde pas les contrats. On regarde le cash parce que c'est ce qui vous intéresse. Oui, absolument. Hein? C'est ce qui vous intéresse tous le plus. Bon, sur le CAC, on va essayer d'avancer un petit peu. On est. Attendez, peut-être que je peux faire ça pour que vous voyez mieux. Voilà. On est donc sur cette zone de support importante. On a mis un rebond en place, une grosse mèche haute cet après-midi. Grosse résistance avec la moyenne mobile 200 périodes qui était support et qui devient résistance. Alors, une moyenne mobile à 200 périodes ou n'importe quelle moyenne mobile n'est pas intéressante en soi. Elle est intéressante si et seulement si elle a arbitré dans une tendance haussière les creux précédents. Si ça a été le cas, elle arbitrera maintenant les sommets. Donc cette moyenne mobile à 200 périodes, je ne vous la montre pas parce que tout le monde en parle, je vous la montre parce qu'elle a été effectivement opérante. Elle a servi de support, et donc maintenant ici elle est plate et elle va servir de résistance. Si je vous mets un chart en Ishimoku, pour ceux qui aiment Ishimoku, on voit qu'on a également ici une Tenkan qui passe pas loin, une Kijun, pardon, excusez-moi, une Kijun qui passe juste à côté de la moyenne mobile à 200 périodes, et c'est également la borne haute de ma zone de résistance. Autrement dit, je ne vois aucune probabilité, et je me trompe peut-être, mais c'est ce que je vois moi, je ne vois aucune probabilité pour que le CAC dépasse dans le rebond actuel du premier coup cette zone de résistance énorme qui se trouve, vous le voyez, alors attendez, je vais peut-être essayer de descendre ça, voilà, qui se trouve à 5320 points. On va monter à 5300, 5320 peut-être, et puis derrière on va rebaisser parce qu'il va falloir qu'on emmagasine de l'énergie, que le consensus évolue pour qu'on puisse dépasser ce très très gros niveau, ce triple niveau de résistance. C'est une résistance technique, c'est une moyenne mobile et c'est une Kijun, c'est juste énorme, donc on ne le fera pas. Il y a Pascal qui nous pose la question, en fait, le DMI donne-t-il les mêmes indications que le ADX? Ah non, c'est pas la même chose. Le DMI, il fait partie de l'ADX, il fait partie de la construction de l'ADX. Si ça vous intéresse, on a fait tout un webinaire ensemble sur l'ADX qui est sur la chaîne YouTube de BNP Paribas Produits de Bourse, que je vous encourage bien évidemment à aller voir tout le temps pour voir tout le contenu qui est proposé par BNP. À consommer sans considération. Voilà, à consommer sans modération. Sans modération, voilà. Et surtout, ce qui est génial sur cette chaîne YouTube, c'est que tous les webinaires sont conservés. Donc, vous pouvez retourner voir ce que nous avons dit ensemble, mais surtout, vous pouvez retourner sur l'atelier, enfin sur le webinaire de l'ADX, parce que je vous expliquais comment il fonctionnait et comment il fallait regarder l'ADX, le DMI et le DXY. C'était quand? C'était au tout début ou quoi? Oula, je ne sais plus, c'était il y a environ 5 mois. Environ 5 mois, automne 2017. Tu avais déjà un barbe ou pas? Oui. Oui, d'accord. C'est plus facile à trouver après. Voilà, donc ben voilà, le CAC 40, on a fini. Alors, on va aller maintenant sur le Nikkei. Alors, rapidement sur le Nikkei, il a corrigé de 13%. On est dans une tendance qui est haussière sur le Nikkei. On voit cette très grande consolidation latérale qui s'est faite. Attendez,
Voilà. Cette très grande consolidation qui s'est faite ces 2 dernières années, avant cette échappée haussière et ce franchissement de résistance, alors il est particulièrement bien construit le Nikkei, il est ultra technique. Oui, Falco. Il y a Hervé qui nous aide un peu avec la l'ALX parce qu'il nous dit, je l'ai revu cet après-midi, c'était le 26 juin 2017. Ah bah, vous voyez, Alors ça, c'est les fans, hein. Attention, là, c'est les spécialistes. Hervé, bravo. Hein. Merci Hervé. C'est hallucinant, c'est fou. Merci. Merci. C'est beaucoup plus qu'il y a 5 mois. Hein. C'est il y a 8 mois. Donc, on était comment? Avec ou sans barbe alors, je pense que j'avais déjà une barbe. Oui, oui. En juin, j'avais déjà une barbe. Okay. Bon, le Nikkei, qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? On est sorti, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que le niveau de 38% de retracement, il arrive dans cette petite zone. Autrement dit, on a ici toute une zone entre 20 900 et 20 000 qui est une zone d'ancienne résistance qui pourrait devenir support. Dans cette zone, on a une sous-zone qui est le 38% et qui représente cette petite zone de congestion entre 20 450 et 19 900. Autrement dit, le Nikkei pour le moment est en train de mettre en place une bougie qui ressemble à un marteau, mais plus bas, on a cette moyenne mobile qui vient dans les parages de ce niveau de retracement à 20 422, qui pourrait être un facteur de soutien supplémentaire. Donc, cela signifie qu'on est peut-être sur un point d'achat, mais il va peut-être aller un petit peu plus bas sur le Nikkei pour trouver véritablement des acheteurs en masse qui vont venir soutenir le marché. En tout cas, nous sommes en présence d'une tendance qui est haussière à moyen terme depuis juin, ou même haussière à long terme depuis juin 2016, et puis haussière, hein, regardez, depuis beaucoup plus longtemps. Voilà, donc on est sur moyen-long terme dans une tendance positive, à très court terme, on est dans un mouvement baissier, c'est une correction intermédiaire dans une tendance primaire qui est haussière. Alors, le chart suivant, c'est le Nikkei en euros, parce que je me suis dit, mais un investisseur européen qui déciderait d'aller sur le marché japonais, est-ce qu'il va profiter de la même manière de la hausse de l'indice? Ben, vous le voyez, ce n'est pas exactement pareil. C'est-à-dire que déjà, on a un trading range. Regardez, le chart précédent, on est bien sorti du trading range, on est retourné par le haut sur la résistance qui devient support. Quand on est en euros, on a un Nikkei qui s'est à peine extirpé de cette zone de range et qui retourne à l'intérieur du range. Et là, vous le voyez, on est sur un marché qui pourrait descendre plus, puisque la zone de support, elle est à 15 965 points. Donc, payer, ou en tout cas investir sur l'indice japonais en tant qu'investisseur européen doit toujours vous alerter sur le fait qu'il y a un risque de change inhérent au fait que vous allez changer des euros et acheter des yens si vous achetez le Nikkei, que c'est beaucoup moins fort quand on regarde le Nikkei en euros parce qu'on est à peine sorti du range et qu'on le réintègre, et que par ailleurs, on n'est pas vraiment sur une zone de support. Alors oui, il y a une zone intermédiaire ici qui pourrait tout à fait servir de zone de rebond à 17 000 points, mais la vraie zone de support, elle est entre 15 965 et 15 400. C'est sur cette zone-là qui représente à peu près la moitié du range, c'est sur cette zone-là que les investisseurs européens doivent envisager de rentrer sur le marché japonais si effectivement le marché retourne jusque-là et qu'on a un rebond. Voilà, donc c'était pour répondre, je ne sais plus qu'est-ce qui a posé la question, Falco, sur le Nikkei. Je crois que c'est Pascal, je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, voilà sur le Nikkei ce qu'on pouvait dire. J'avance un petit peu parce que, oui. Il y a une autre précision, c'est Christian qui dit que le webinaire sur la ALX était le 1er juillet. D'accord. Et Stéphane précise qu'il a la barbe depuis le ski l'année dernière, en fait. Oui, absolument, voilà. Stéphane. C'est à Val Thorens que j'ai décidé de ne plus me raser.
Excellent. Le FTSE, anglais, britannique, bon, simplement, je vous montre que lui aussi, il est sur une zone de polarité. C'était une résistance, elle a été validée support. On était dans une tendance plate de moyen terme, on en est sorti, on a tout réintégré, on a cassé le support intermédiaire, on est retourné sur 7100 points. Le FTSE, on est sur une tendance neutre parce que c'est quand même dommage d'avoir cassé ce niveau. C'est-à-dire qu'on sait, le marché est sorti de cette zone de congestion. Il aurait pu s'arrêter au milieu du range à 7370. Il ne l'a pas fait, il a cassé le support, il est allé chercher le support suivant. Ça veut dire que maintenant, on est neutre, enfin je suis neutre sur le FTSE. Et si maintenant, après ce rebond, on cassait ce support, alors on aurait une tendance qui serait vraisemblablement en train de se retourner. Donc attention sur le FTSE, parce que nous sommes vraiment borderline sur la zone de neutralité, et que sous cette zone, eh bien, on aura un marché qui sera vraisemblablement en train de nous donner des signes de renversement baissier. Quand on regarde le FTSE en euros, là encore, on voit qu'on est sur un chart qui est très différent, puisqu'on est sur une tendance baissière depuis début 2017. Autrement dit, tous ceux qui possèdent des portefeuilles en euros et qui sont allés chercher de la performance sur le marché britannique se sont trompés, puisque vous le voyez, c'est une suite de creux et de sommets qui sont baissiers sur le FTSE. On arrive maintenant proche d'une zone de congestion ici, entre 5700 et 5300. Et vous le voyez, ça pourrait être une zone à partir de laquelle on pourrait avoir un rebond. En tout cas, voilà, je vous montre à chaque fois ces charts en euros, parce que c'est finalement ce qui arriverait à votre portefeuille si vous étiez investi sur ces marchés étrangers. Et par conséquent, c'est toujours important de diviser les indices étrangers donc avec l'euro pour voir ce que ça donnera concrètement pour vous. Alors, on va regarder maintenant ensemble rapidement l'euro-dollar. Tous ceux qui nous suivent savent que je suis haussier sur l'euro. Et on voit donc cette décomposition en vague d'Elliott. Alors, on a ici une première vague haussière, on a une vague 2 en consolidation latérale, on a une vague 3 qui est allée chercher les 1,20, on a une vague 4 qui est allée chercher les 1,15, et maintenant on est dans une vague 5, c'est-à-dire la dernière, celle qui va clôturer le cycle haussier démarré il y a 14 mois. Dans cette dernière vague 5, nous sommes vraisemblablement en train de commencer, ce n'est pas sûr, mais nous sommes vraisemblablement en train de commencer la dernière vague, c'est-à-dire la 5 de la 5. La vague 5 se décompose ainsi: 1, 2, 3. Toute la question est de savoir si on a fait la 4 et qu'on est en train de repartir vers une 5, ou si au contraire, la 4 va prendre du temps, ce qui est tout à fait possible parce que la théorie d'Elliott dit que les deux vagues correctives, en l'occurrence la 2 et la 4, alternent. Quand nous avons une 2 qui corrige, on a une 4 qui consolide et vice-versa. Dans le cas présent, on a une 2 qui corrige, autrement dit, on pourrait avoir une 4 latérale avant d'avoir une 5. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'on est toujours sur un schéma de moyen terme qui est haussier sur l'euro-dollar. Je vise, en ce qui me concerne, les cibles à 1,26, 1,28, ce qui clôturerait la marche haussière de l'euro face à la devise américaine. Il y a Alain qui dit « Bravo et merci, il faudra également traduire le S&P en euros ». Oui, alors ça, on l'a fait, Alain. Ouais. On l'a fait, il y a 2 webinaires de ça, je crois. Donc, on a beaucoup parlé du S&P en euros et du CAC en dollars. Et la conclusion, souvenez-vous, c'était qu'ils étaient très, très similaires. Exactement. Donc, ça montre l'impact de l'euro. Mais j'avais dit également que même si l'euro a un impact indéniable sur la performance des indices, il ne fallait pas chercher systématiquement, en tout cas à court terme, une corrélation négative
forte entre l'euro et les indices. Autrement dit, quand les indices montent, ça ne veut pas forcément dire que l'euro baisse. On peut avoir les deux qui montent ou les deux qui baissent en même temps. Les corrélations sont dynamiques. Elles se perdent, elles se retrouvent, elles sont positives, elles sont négatives. Ça se travaille, c'est compliqué les corrélations, mais c'est comme tout le reste, ça s'acquiert, c'est pas particulièrement compliqué, mais en tout cas, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et simplistes sur l'état des corrélations parce que c'est quelque chose de dynamique. Sur l'euro face au dollar, j'en ai terminé à moyen terme, je suis donc dans une 5 de 5 et j'attends par conséquent une continuation haussière. Quand on regarde l'euro, voilà, quand on regarde l'euro à court terme, donc on va aller regarder rapidement cette vague 5 dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, on a fait, là on parle de la dernière vague, la 5e, je la décompose. Donc on a fait une première vague d'impulsion haussière, une vague 2 de correction, ensuite ça c'est manifestement la vague 3. La vague 3 elle se décompose ainsi, 1, 2, 3, et en fait c'est la 5 qui est la plus importante. On a fait une 4, et la 5 de la 3 c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la 3 n'est pas la vague la plus importante. C'est important de souligner ce point parce que souvent, les gens se trompent. La 3 ne doit pas être la plus grande, mais ce ne doit pas être la plus petite. En l'occurrence, la 1, c'est la plus grande et c'est la 5 qui est la plus petite. Autrement dit, ce décompte n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, il n'est pas faux. Par conséquent, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, on termine la 3, on fait une 4, et donc ce que j'étais en train de vous expliquer il y a une minute, soit on a fini la 4 et on va chercher une 5 à 1,26, 1,28, soit la 4 n'est pas terminée, et en fait la 4, ça va être ça. On va faire une 4 latérale pendant un certain temps avant de faire une 5. Alors la 4, ça peut être également, je ne vais pas rentrer dans toutes les figures correctives qui existent en Elliott, mais ça peut être également un expanding flat, c'est-à-dire qu'on va faire un petit breakout haussier et puis on va réintégrer, on va faire un petit breakout baissier et puis on va réintégrer. Et en fait, ce n'est qu'après que les gens comprendront qu'on est dans une 4 et qu'on est dans un schéma de consolidation. En tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez maintenant, c'est 1, la hausse de l'euro n'est pas terminée, 2, elle est presque terminée, 3, on vise 1,26, 1,28, 4, du point de vue d'Elliott, soit on est en train de faire une 4 et on en sortira d'ici 5-6 semaines, soit la 5 a déjà commencé, et là, ça veut dire qu'on irait tout de suite chercher 1,26, 1,28, et puis après, derrière, c'est terminé, on baisse le rideau, et j'anticipe une grosse consolidation sur l'euro. Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Brent. Le Brent. Alors, le Brent, on en parle souvent. Le 8 février, je vous disais que la tendance haussière de moyen terme était surachetée, qu'elle était interrompue par une correction il y a 2 heures. Je vous prie de m'excuser, je corrige en temps réel, voilà. Donc, interrompue par une correction intermédiaire, il y avait une bullish engulfing qui s'est formée. Regardez, l'avalement baissier, on le voit très très bien ici. Cet avalement baissier qui montre qu'on a une consolidation qui est vraisemblablement en train de se mettre en place. Et je vous disais, j'avais écrit qu'on retournerait vraisemblablement vers la zone des 61 $. C'était ce qu'on disait le 8 février. Eh bien, la correction a fait à peu de choses près. Ce que nous anticipions s'est arrêté à 61,62. C'est un FIBO de 38%. C'est une zone de support technique, c'est une moyenne mobile en 34 périodes qui passe pas loin. Autrement dit, cela ne veut pas dire que le marché va forcément rebondir. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que si le consensus qui anime les opérateurs sur ce marché est toujours le même, alors ils penseront que cette moyenne mobile, ce niveau de support, ce retracement de 38% est la zone idéale pour repasser acheteur et pour aller retester le précédent sommet. Donc, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, à moyen terme, nous sommes en présence d'un marché qui est en phase corrective intermédiaire à l'intérieur d'une phase d'une tendance
primaire qui est haussière. Les corrections sont tout à fait normales. Toute la question est de savoir si sur 61 $, nous allons avoir un marché qui rebondit. A priori, mon scénario, c'est-à-dire le scénario central, c'est le rebond du Brent et le nouveau test de la zone à 68-70. Mon scénario alternatif, c'est-à-dire si ce que je pense ne se réalise pas, il faut que j'ai tout de suite un scénario dans ma besace pour savoir ce qui peut se passer, c'est retour direct sur 57,50 $. Et là, pour le coup, il y aura une réaction haussière. Sur le gold, je voulais vous le montrer parce que c'est intéressant ce qui se passe. On est en train de consolider et de repartir à l'attaque de la résistance à 1364 $. J'avais dit sur le gold qu'on avait une bougie d'avalement baissier qui montrait que nous avions une correction qui allait se mettre en place. La correction, elle a effectivement eu lieu, mais elle n'a vraiment pas fait long feu. Pour vous dire la vérité, je m'attendais à ce qu'on retourne sur cette zone à 1300 points. On s'est arrêté avant à 1306. Je pensais qu'on allait travailler les 1300 points. On ne les a pas du tout travaillés. On est reparti direct sur la résistance. Qu'est-ce que ça dit sur le marché, ce retour immédiat sur la résistance, c'est qu'elle va vraisemblablement être dépassée et qu'on va aller vers les 1400 points sur le gold. Alors attendez, je refais un petit peu. Voilà. Donc, la zone à 1400, 1425, c'est une énorme zone de résistance. Pour tous ceux qui aiment Ishimoku, quand on se met en mensuel, on a juste… attendez, peut-être qu'on peut le faire. Ça va prendre une seconde. Comme ça, vous allez vous aussi profiter de ce travail. Voilà, donc vous le voyez, on est sur une zone de résistance extrêmement importante en Ishimoku avec le haut du nuage, c'est la SSB à 1423. Il va falloir beaucoup de conviction pour dépasser ce niveau du premier coup. Ce n'est donc pas mon scénario central. Mon scénario central, je repasse en hebdo. Voilà. Donc, je pense que on va aller chercher cette zone à 1400, 1425 et qu'ensuite, on va retracer vraisemblablement sur cette ancienne zone de résistance qui deviendra support autour de 1350. Donc, pour le moment, on est sous une résistance à 1364. Il me semble, vu que la correction précédente a été très faible et la reprise très forte vers ce niveau, que le marché va dépasser cette zone de vente et on devrait filer tout droit vers 1400, 1425. Après, on retracera à nouveau. Si le consensus est toujours haussier, on rechargera les batteries et on repartira peut-être retester et peut-être en conclusion franchir ces 1425. Bon, là, on est très, très en avance sur ce qui va se passer, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un marché qui est, si il dépasse ce niveau très important à 1365, validerait donc la continuation haussière qui a été entamée donc en fin d'année dernière, début décembre. Voilà, alors on va aller maintenant très très vite sur les actions. Tencent, à moyen terme, on est dans une tendance haussière, très très grosse progression, puisque depuis un an, on est à peu près à 135% maintenant de progression sur le titre. La correction a été très très faible. Le niveau qui invalide la tendance haussière actuelle, il est sous 47,33 $. C'est le dernier creux qui précède le dernier sommet. La tendance est confirmée au-dessus de 60 $. Le titre est super fort. On voit les deux moyennes mobiles qui sont juste deux rails orientés à la hausse. Quand on met le RSI, on voit une petite fatigue qui est apparue avec cette petite divergence baissière. On est toujours au-dessus de 50. Par conséquent, on devrait continuer de progresser sur Tencent. Voilà, quand on met le chart de court terme, on voit qu'on est revenu pas loin du précédent sommet. Si on le dépasse, j'ai mis une cible à 63,80. C'est une extension.
et c'est donc la prochaine cible de court terme sur le titre. Pour le moment, Tencent, on voit qu'on est en train de changer de rythme parce que là, il y avait zéro volatilité depuis début 2017, un titre avec des toutes petites bougies et des creux qui étaient microscopiques. Là, on voit bien qu'il y a des prises de bénéfices qui rentrent sur le marché, d'où l'apparition de ces bougies noires. Ça veut dire qu'on rentre sur un marché qui est en train de changer de vitesse, il ralentit, mais pour le moment, on voit que ce repli n'est même pas allé chercher le précédent et qu'on a une bougie blanche qui montre tout de suite la reprise du courant acheteur. Autrement dit, anticiper un nouveau sommet n'est pas un scénario fantaisiste. Baidu, le moteur de recherche chinois qui concurrence en Chine Google, il est dans une tendance très différente de Tencent, puisque vous le voyez, on est sur une tendance plate, puisque ce niveau ici, alors attendez, je vais peut-être vous l'illustrer comme ça. Voilà, donc on a un niveau de résistance qui est à 250 $. Il a été, alors en fait, il est un petit peu plus haut maintenant. C'est pour ça que je raisonne en zone. On avait dans un premier temps 250 $. Ensuite, on est allé chercher plus grosse clôture hebdo, 264 $. C'est maintenant une zone de résistance qui va falloir dépasser en clôture hebdo pour avoir la réaffirmation de la tendance haussière. On est sur une tendance plate sur Baidu à moyen terme, puisque vous le voyez, on est maintenant sur des sommets qui sont marginalement moins hauts et un creux qui est plus bas. On ne peut pas vraiment parler de tendance baissière, mais de consolidation baissière. Ce n'est qu'au-dessus de 264 qu'on reprendra le chemin de nouveaux sommets. Là, pour le coup, si on casse 210 $, on sera sur un marché qui se sera retourné et ça veut dire qu'on ira vraisemblablement chercher les 190 puis les 170 $ sur Baidu. Et puis pour terminer, la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, qui est elle aussi dans une tendance haussière de moyen terme depuis début 2016. Là aussi, vous remarquez les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse et qui sont quasi parfaitement alignées. C'est un marché qui est pas très volatile, mais on voit quand même des bougies un petit peu plus grandes que Baidu, que Tencent, pardon. Là aussi, on a 2 semaines de correction qui finalement, sur du moyen terme, n'ont rien endommagé. On est retourné sur la résistance qui devient support. C'est également, vous le voyez, une zone de support par la moyenne mobile à 34 périodes qui a été donc une zone de rejet du marché. Un RSI qui est venu rebondir sur la zone des 50 points. Sur Berkshire Hathaway, la tendance primaire est toujours haussière. En revanche, on est en présence d'une correction intermédiaire qui sera terminée lorsque le titre sera en mesure de dépasser le précédent sommet à 216 $. Si on devait baisser plus, le niveau à surveiller, c'est autour de 180 $. Tant qu'on est au-dessus de 180 $, on est dans un schéma correctif. En dessous de 180 $, on sera vraisemblablement sur un retournement de tendance. On est pour le moment à 202 $. Donc, il y a vraiment rien à craindre, j'ai envie de dire, pour le moment sur Berkshire Hathaway. On est dans une tendance haussière qui a corrigé de manière tout à fait légitime, à l'instar de tout ce qui s'est passé sur tous les marchés du monde, à part le Brésil. Je vous renvoie au début de cette émission. Cher Falco, chers auditeurs, je crois que c'est terminé. C'est terminé déjà? Eh bien oui, il est 19h15. Nous avons dépassé vite. 15 minutes de rab cette semaine. Incroyable. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Donc, il y a plein de monde qui nous dit merci pour cette excellente prestation, Laurent. Merci, bonne soirée. Bon, on vous dit aussi merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci Falco. 1h15, c'était un plaisir d'écouter toutes tes explications. Bon, je vous souhaite des bons investissements, des bonnes prises de décision cette semaine. Je sais, c'est pas, j'imagine, parce que moi je ne traite pas moi-même, mais je l'imagine, c'est pas facile du tout. Non. Donc voilà, on est content de vous retrouver la semaine prochaine, 100% marché mardi et 18h jeudi soir, encore le webinaire revue technique des marchés avec Laurent Haby. Excellente soirée à vous. Merci à tous. Merci à tous d'être présents avec nous. Ça nous fait toujours très plaisir. Exactement. Bonne soirée à tous. Hein?